Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur Sud Radio. Vous êtes notre vraie voix du jour. Eh bien, on est là, on vous attend avec Frédéric Brindel. Oui. Et puis aussi Philippe Bilger. Salut Philippe Bilger, bonsoir. Président de l'Institut de la Parole. Ah oui. Ouais. Ça veut dire qu'on apprend à bien s'exprimer. C'est de l'éloquence en fait. Au moins on espère le faire soi-même. En tout cas, un excellent échantillon chaque jour. Voilà. Et puis Olivier d'Artigol. Oh, Olivier d'Artigol. C'est le palois, c'est le gascon. Non, pas gascon. Non, c'est la Gascogne. Oui, voilà, le chevalier. À la fin de l'envoi, il touche. Exactement. Oui, bonsoir. Et puis nous sommes aussi avec Abel Boilly. Bonsoir Abel. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric. Bon, le talent à l'état pur, voilà. Abel Boilly. Tous unis, l'association. Tous unis, tout à fait. Ouais, tous uniques. Tout à fait. Voilà. Bon. Et puis vous êtes tous uniques aussi, chers auditeurs, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 pour témoigner, pour parler avec nous. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous pouvez aussi voter sur notre compte Twitter aux questions qu'on vous pose. Justement, le sujet de notre débat de 17h30, les tractations à tous les étages se poursuivent après les résultats des législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe est favorable à une coalition de LR à Renaissance. Quant à Xavier Bertrand, il veut un Premier ministre LR, sans oublier Gabriel Attal, qui plaide, lui, pour une Assemblée plurielle. Elle pourrait totalement modifier le rapport de force parlementaire dans la réflexion d'Emmanuel Macron, et si les LR hors Ciotti se rapprochaient de la famille centriste, le thème de notre débat de 17h30, hashtag législative, vous y allez. Une coalition Renaissance LR est-elle souhaitable ? Et vous votez évidemment sur X. Notre débat de 18h40, aucun délai n'est prévu par la Constitution pour la nomination du Premier ministre. En cas de majorité absolue, c'est rapide. Le président appelle le chef de la majorité et l'affaire est réglée. Par contre, quand la majorité est relative, il a besoin d'un peu plus de temps. Emmanuel Macron dit vouloir attendre la structuration de la nouvelle Assemblée avant d'agir. Mais n'oublions pas, cher Frédéric, que les Jeux Olympiques démarrent le 26 juillet. Est-ce bien raisonnable de nommer un Premier ministre dès le 18 juillet, date de la finalisation de l'Assemblée nationale, à 8 jours seulement de recevoir la planète entière? Répondez à cette question sur le compte X de Sud Radio, hashtag législatif toujours. Emmanuel Macron doit-il attendre la fin des JO pour nommer un nouveau Premier ministre? Ce sera notre coup de projecteur de 18h40. Tout à fait. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point Tour de France avec Vincent Barthaud. C'est parti. Alors non, pas tout de suite. On a un petit jingle. Voilà. On n'a pas de petit jingle. On va attendre de l'appeler, sinon de l'avoir. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Quelle étape avons-nous? Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. La 11e étape, Évaux-les-Bains, arrivée au Lioran dans le Cantal, 211 km. Nous l'avons vécu tout à l'heure en direct avec Vincent Barthaud sur Sud Radio dans l'émission d'Alexandre Dolovan. Vincent Barthaud, victoire de Vingegaard dans le même temps que Pogačar. Evenepoel et Roglič sont à 25 secondes. Tout le reste est très très loin. Ça veut dire que le Tour de France se jouera entre ces 4 fantastiques? Eh bien, est-ce que Vincent Barthaud est là? Je pense qu'on va pas... on est en train d'essayer de le joindre. Il a mué, il fait mué, c'est ça. Maintenant. Vincent Barthaud, on peut avoir aussi comme ça de temps en temps des impondérables. Ça s'appelle le direct. Le direct, voilà. Tout à fait. Alors moi, ce que je peux vous dire, parce que j'ai quand même suivi l'antenne et que j'en connais un rayon, double jeu de mots, vous avez vu, voilà, c'est que effectivement entre ces 4-là, rien ne semble pouvoir s'immiscer puisque les écarts sont maintenant conséquents. C'était une très très belle étape, une première étape, on va dire, qui a éliminé directement les adversaires de ces 4-là. Donc Pogačar reste en jaune, Vingegaard montre qu'il est son grand adversaire et pour la 3e place du podium, un mano à mano entre le maillot blanc Remco Evenepoel le Belge et puis Primož Roglič, autre Slovène, devrait donc se dessiner pour cette fameuse 3e place. Pas de Français dans les 20 premiers, on se contentera des victoires d'étape. Vous savez tout sur le Tour de France. Eh bien, merci pour ces précisions extrêmement précises, Frédéric Brindel. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous parlez vrai avec nous. Ce sont les vraies voix de Sud Radio. On file au répondeur. Les vraies voix Sud Radio. Richard, dans les Landes, Monsieur Adrien Quatennens, ancien député, propose une marche vers Matignon pour forcer notre président à prendre une décision
en faveur de son parti politique, la France Insoumise. Nous pourrions organiser une marche pour que M. Quatennens rembourse sous forme de dons au profit des femmes victimes de violences conjugales toutes les indemnités qu'il a perçues pendant sa députation. Mesdames Rousseau et Tondelière, ses amis élus au Front populaire, pourraient être à la tête de cette marche. En conclusion, LFI, vraiment, marche sur la tête. Eh ben voilà, Richard, il nous l'a préparé son message. Hein. Philippe Bilger, il est clair. Oui. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, compte tenu de ce que vient de dire Richard. Il faut noter tout de même que c'est la première fois que la France Insoumise déjuge un propos d'Adrien Quatennens qui voulait marcher sur Matignon. Peut-être que leur désir, c'est de créer le désordre. Olivier le dira bien mieux que moi. Mais n'empêche que c'est un bon point pour une fois qu'ils aient éprouvé le besoin de déjuger cette absurdité. Un bon point, Olivier par d'Artigol. la voix de Manuel Bompard, concernant Adrien Quatennens, il y a eu une décision de justice. Il n'a pas été investi pour cette élection législative, ce qui peut constituer une double peine. Donc je ne suis en désaccord avec la proposition qui est énoncée, qui devrait l'amener à rembourser l'ensemble des indemnités. Oui, c'est un petit clin d'œil de notre auditeur. Oui, mais au-delà de ça, petit clin d'œil, on peut basculer dans quelque chose que moi je ne souhaite pas, c'est-à-dire un lynchage médiatique, de nuances, d'équilibre dans les propos. Enfin, vous parliez de double peine, là, il s'offre une triple peine, parce qu'en incitant les gens à marcher, enfin bon, on savait que ça allait lui... Il devait s'en douter. Il reste responsable politique, il fait cette proposition, elle est contestée et retoquée, y compris par la direction de la France Insoumise, Philippe vient de le dire. N'attendez pas de M. Quatennens qui s'arrête de faire de la politique, qui va continuer. Mais Adrien Quatennens, quand même, se perd dans sa communication depuis un moment. Déjà, avant d'être destitué de son investiture, il avait appelé les féministes en fait à se mobiliser pour sa candidature, ce qui avait été un tollé justement dans le clan des féministes et des femmes qui avaient subi malheureusement des violences conjugales. Là, il appelle à marcher à Matignon et c'est très très bien qu'il ait pu être désavoué par Manuel Bompard parce qu'on parlait beaucoup de dédiabolisation en ce qui concernait le Rassemblement national. Mon propos pourra paraître peut-être exagéré, mais la LFI doit se dédiaboliser aussi par rapport aux accusations multiples de vouloir remettre le bordel à l'Assemblée nationale, de vouloir créer une situation de tension permanente. Donc eux-mêmes, dans la position où ils sont en train de réfléchir à désigner un ou une éventuelle future Premier ministre, ils ont intérêt à montrer qu'ils ont la stature pour pouvoir gouverner le pays. Allez, 0826 300 300, chers auditeurs, chères auditrices, vous nous appelez, vous réagissez. On est avec notre auditeur du jour, notre fil rouge. Les deux mots se sont mélangés. Antoine, vous nous appelez de Nîmes. Bonjour, ça arrive Antoine. De temps en temps, ça. C'est une petite contrepétrie. Bonsoir, Antoine. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, les vrais voix. Alors vous, Antoine, les blocs politiques à l'Assemblée nationale, pour vous, ils nous dupent. Allez, faites-vous plaisir, coup de gueule. Allez-y. Alors, petit coup de gueule, parce que je n'ai pas la science infuse, mais là, il me semble quand même qu'il y a il y a un peu une escroquerie intellectuelle, c'est-à-dire que les responsables politiques, de tous bords qu'ils soient, tentent de nous faire croire qu'ils pourraient gouverner en l'absence de majorité absolue. Or, pour moi, c'est impossible. Vous avez trois blocs. L'un est plutôt libéral mondialiste, le second national protectionniste et enfin le troisième socialo-communiste. Donc ce sont des systèmes qui sont différents économiquement, sociétalement et même philosophiquement et qui vont provoquer une paralysie du pays, même avec un usage du 49.3, et je parle sous le contrôle de Philippe Bilger. Deux blocs pourraient très bien s'opposer au troisième pour établir une motion de censure et renverser le gouvernement par la même occasion. Et ils sont tous en train de se désigner d'ailleurs les uns les autres comme étant une menace pour le pays. Mais je rappelle simplement d'un mot que la véritable menace, c'est la dette. La dette dont il va falloir voter un budget 2025 à l'automne pour rassurer les marchés et nous mettre en conformité par rapport à nos engagements. Donc ce que moi, petit citoyen lambda, je serais en droit d'attendre de nos responsables politiques, c'est qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils abordent dans un esprit de consensus cette épée de Damoclès qui s'élève au-dessus de nos têtes. Jolie synthèse, bravo, bravo oui. Antoine, ça va faire réagir et vous les avez interpellés d'ailleurs, les vraies voix.
Philippe Bilger. Notre auditeur a totalement raison, sauf que chacun, à part le nouveau Front Populaire qui joue avec provocation le fait de croire qu'il peut gouverner sans problème, les autres ont conscience qu'il faut une coalition. Surtout qu'on exclut d'emblée le troisième groupe, celui du Rassemblement National, donc il restera à trouver les moyens d'une alliance, d'une coalition. C'est ce dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des chances. Est-ce une alliance possible? En quelques mots, rapidement, messieurs. Je veux d'abord rebondir sur les marchés. La politique ne se fait pas à la corbeille, comme disait l'autre. Il faut que les marchés entendent qu'il y a eu un vote, l'expression du suffrage universel, l'exercice démocratique. Bon, les coalitions, nous verrons tout ça. Il y a eu 2 années de gouvernance sans majorité absolue, avec une majorité relative à 250 sièges. Il y a plusieurs configurations possibles. Laissons les choses s'installer. Oui, il faut laisser les choses s'installer, mais tout à l'heure, Philippe, vous disiez que à part LFI et le nouveau Front Populaire, tout le monde était pour la coalition, mais Laurent Wauquiez a dit il y a quelques minutes, tout fraîchement élu président du groupe droite républicaine à l'Assemblée nationale, qui rejetait toute idée de coalition gouvernementale. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et il a voulu répondre à notre débat, en fait. Il a fait le compte X Sud Radio, il a répondu. Exactement. Mais moi, je pense que l'escroquerie intellectuelle, elle vient d'abord d'Emmanuel Macron, qui a pris quand même cette décision incongrue de dissolution qui a mis le pays dans un état de stress quand même qu'on a rarement vu. Donc on attend de voir à quelle sauce on va être mangé. Allez, c'est dit, on y revient tout à l'heure. Et puis dans un instant, évidemment, vous restez avec nous. Il y a les 3 mots de l'actu, il y a le réquisitoire du procureur. Restez là, on est sur Sud Radio, c'est les vraies voix. Réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Alors, si c'est vrai, Fabien Roussel a eu raison de vouloir écarter les insoumis. Je cite, moi j'ai eu Darmanin, j'ai eu Véran, le plus simple c'est de faire sans les insoumis. Philippe Bilger. En effet, c'est un SMS que, paraît-il, il a passé dans un train. Et après tout, au-delà de la critique qui pouvait lui être faite d'avoir cherché à créer un arrangement en dehors des autres partis, moi j'estime qu'il fait preuve de bon sens en indiquant qu'il a le souci d'écarter les insoumis. Et puis après tout, c'est pas dramatique. Fabien Roussel, en certaines circonstances, a montré qu'il était presque le plus lucide de ce conglomérat. Eh bien, j'ai pas envie de l'attaquer. Du bon sens, Olivier d'Artigol, est-ce que c'est ça? Oui, petite rectification, Philippe, c'était pas un SMS, mais une discussion téléphonique qui est captée par une tierce personne. Dans un train. À l'insu de son plein gré, comme disait aussi l'autre. C'était une discussion d'entre-deux tours, quand les sondeurs donnaient pour certains d'entre eux le RN à 300 sièges. Il faudra parler d'ailleurs des sondeurs sur la dernière séquence. C'est un petit peu trompé quand même, là. Un petit peu, oui. Oui, mais pas au premier tour. Oui, Brice Teinturier l'a très bien expliqué. Là, par contre, je regarderai parce que ça m'intéresse. Donc voilà, mais Philippe, cette actualité n'a pas échappé à la vigilance et à la sagacité du procureur. C'est vrai, mais je ne sais pas si on peut parler de bon sens à partir du moment où c'est une discussion d'entre-deux tours, comme vous l'avez dit. Donc qui était dans un contexte particulier et à partir du moment privé et il a nié en plus, c'est-à-dire que il dit que ça n'a jamais eu lieu alors qu'on reconnaît sa voix. Donc est-ce qu'on peut parler de bon sens? Non, je pense qu'on peut parler d'épiphénomène ou de non-sujet à mon avis. C'est fou ces histoires de capture d'écran, de téléphone. Les rugbyman l'ont appris à leur dépens. Voilà. Ouais. Allez, merci messieurs, c'est parti pour les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Clément Barguin, vos 3 mots de l'actu aujourd'hui, dîner, décollage et démission. Après les révélations dans la presse, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe reconnaît avoir dîné avec Marine Le Pen dans un cadre privé. C'était au mois de décembre. Une rencontre qui indigne une partie de la classe politique. Le vol inaugural d'Ariane 6 couronné de succès. Lancement réussi hier soir depuis le pas de tir du centre spatial guyanais de Kourou. La fusée a pu mettre en orbite une dizaine de microsatellites. L'Europe retrouve enfin sa souveraineté. Et puis quel avenir pour Didier Deschamps? C'est la question qui se pose après la défaite des Bleus hier soir en demi-finale de l'Euro. C'était face à l'Espagne. Les vraies voix Sud Radio.
Édouard Philippe aurait dîné avec Marine Le Pen en décembre dernier. C'est ce que révèle le journal Libération. Selon le quotidien, Thierry Solaire, ex-conseiller d'Emmanuel Macron, a organisé des dîners chez lui, réunissant des membres de la Macronie, comme le maire du Havre, mais aussi l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et des dirigeants du Rassemblement National. Édouard Philippe l'a reconnu hier aux 20h de TF1. On a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir, notamment dans son propre camp. Il y a entre nous et l'extrême droite un fossé infranchissable et c'est un mauvais signal à l'égard du pays que de multiplier les signes qui vont dans leur sens. Tacle le président du Modem, François Bayrou. Les ministres Aurore Berger et Gérald Darmanin ont fait savoir, eux, qu'ils auraient décliné l'invitation. En tout cas, ils ont intérêt à apprendre à parler les uns avec les autres parce que c'est obligatoire maintenant. Ils le font tous. Bon, deuxième mot, décollage. La fusée européenne Ariane 6 réussit son premier décollage. Ariane 6 a mis en orbite les micro-satellites qu'elle transportait, marquant ainsi le succès du vol inaugural de la fusée européenne. C'est le retour d'un accès autonome à l'espace pour l'Europe qui en était privée depuis un an. Ariane 6 pourra aussi bien placer des satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude comme Ariane 5, mais elle pourra aussi mettre en orbite des constellations à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Ce vol inaugural, il est prometteur, comme le souligne Benjamin Péter. Il est chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Ça s'est très bien passé et c'est effectivement le retour de l'Europe dans l'espace et ça, c'est une excellente nouvelle. Il y avait besoin d'avoir un lanceur lourd. Depuis un an, on n'avait plus de lanceurs européens qui nous permettent d'accéder à l'espace pour des gros satellites. Ça y est, c'est une bonne nouvelle. On a de nouveau un lanceur disponible qui va pouvoir permettre de faire de nouvelles missions, d'envoyer des nouveaux satellites et de gagner en souveraineté. Benjamin Péter, chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Il était l'invité de Sud Radio ce midi. Sud Radio dans tous ses états avec Philippe David. Plus besoin donc notamment de dépendre de SpaceX d'Elon Musk pour envoyer des satellites dans l'espace. Eh ben ça bouge. Et puis on termine avec votre dernier mot, Clément, démission. Didier Deschamps doit-il démissionner ? C'est en tout cas la question qui se pose après la défaite de l'équipe de France hier en demi-finale de l'Euro. Les Bleus auront fait illusion qu'une dizaine de minutes pour finalement rendre les armes face à l'Espagne en s'inclinant 2-1. Et les médias, notamment, ne sont pas tendres à l'égard de Didier Deschamps. Démasqué, titre le journal L'Équipe, un Euro sans relief pour le journal Ouest France. 3 semaines poussives et barbantes, tacle Eurosport. L'entraîneur des Bleus qui essuie les nombreuses critiques, comme ce matin de la part de notre chroniqueur foot Sud Radio, Maurizio Bianco. Il répondait aux questions de Benjamin Glaise dans Le Grand Matin. Deschamps n'est plus à sa place, je l'ai dit il y a déjà longtemps, donc faut juste lui dire au jour d'aujourd'hui merci. Merci Didier, mais au revoir. Sacré résultat quand même, final championnat d'Europe. Les gens finissent par se contenter d'être dans le dernier carré, mais on veut pas être dans le dernier carré. Ça n'a pas toujours été le cas pour les Bleus quand même. Il avait le potentiel pour être champion d'Europe. Vous mettez un autre coach à sa place, vous mettez Ancelotti, vous mettez Zidane, vous mettez et il va au bout. On ne sait pas. Le contrat. C'est sûr que c'est certain. Brûlez vos idoles, allez-y. Mais il n'a pas tort tout de même. Mais il n'a pas totalement raison. Il y a des gens qui devraient aller jusqu'à la fin de son contrat en 2026. C'est ce qu'annonce le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Lui dit le bilan est globalement positif dans la mesure où l'objectif fixé de la demi-finale a été atteint. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes du journal L'Équipe. Eh ben, allons vers les étoiles. Olivier d'Artigol, vous avez envie de réagir quand même. Dans notre société, quand quelqu'un connaît un échec, d'avoir dès le lendemain les vendeurs de chrysanthèmes qui font de grandes affaires, c'est pas terrible, je trouve. Oui, mais Olivier, depuis le début, tout le monde dit que le jeu de l'équipe de France est ennuyeux. Ça allait, puisqu'elle gagnait tout de même. Hier, il n'y a plus que l'ennui. Mais il n'y a rien d'étonnant au jeu de Didier Deschamps. Son jeu a toujours été axé sur la défense. La problématique, c'est que nos attaquants étaient fatigués. Et on attend Zidane. Mais on fait demi-finale quand même. Non, pourquoi
Zidane. Qu'est-ce qui vous fait dire que Zidane sera meilleur que Deschamps? Oui, on peut parler de la fatigue d'Mbappé. C'est comme une Ferrari, il a un petit boulon qui saute. Le Real, c'est un autre jeu. Ouais. Bon, bah voilà. Enfin, chapeau Didier Deschamps. Quand même. Une Ligue des Nations, une Coupe du Monde, des demi-finales et des finales. Moi, j'ai connu une époque où on était content quand on était en demi-finale. Mon bon monsieur Philippe Bilger. Passé, Fred. Mais oui, mais quand même, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, l'équipe de France n'est peut-être pas l'équipe la plus forte d'Europe. Parce que l'Espagne, c'est pas mal quand même. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Dans le principe des compétitions, c'est qu'il y a des autres. Voilà. Aussi. Allez, les tractations à tous les étages se poursuivent après les résultats des législatives, vous le savez, qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire à l'Assemblée nationale. Alors on se pose la question, LR et Renaissance vont-ils s'allier? Et si oui, comment? C'est la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Vous nous appelez, #législative, une coalition Renaissance LR est-elle souhaitable? Alors vous nous répondez non à 76%. Voilà, c'est assez clair quand même. Le décor est planté. Allez, restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est les vraies voix de l'été, nous sommes avec... Ah, il y a un sacré trio, monsieur Philippe Bilger, évidemment, est là. Et puis, Olivier d'Artigol. Présent. Belle Boï. Toujours un plaisir. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un petit équilibre de pensée politique. Voilà. C'est assez réparti. C'est bien pour notre grand débat du jour, effectivement. Ouais. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense que la clé est chez les Républicains. Car le président choisira la coalition la plus importante. Une chose, c'est que nous sommes tous convaincus qu'il y aura besoin de la parole d'une droite républicaine indépendante. Je suis président de parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Moi, j'ai appelé tout de suite à ce qu'ils partent par dignité. Et la dignité, ça n'a pas l'air de l'étouffer beaucoup. En tout cas, Éric Ciotti est président des Républicains. Il a été élu par les militants. Il ose parler de famille politique. Moi, je ne connais pas un père de famille qui assassine ses enfants. Donc nous, on croit à cette coalition. On a fait en sorte que les choses se passent telles quelles, que Éric Ciotti reste à la présidence des Républicains, parce qu'on sait qu'on a la confiance de la base. Du deuxième tour, Gabriel Attal avait plaidé pour une assemblée plurielle travaillant ensemble, projet par projet, comme alternative au RN. Si le parti n'obtenait pas la majorité absolue, eh bien c'est chose en cours. Coalition avec Ensemble ou indépendance à l'Élysée. Les Républicains sont divisés sur leur stratégie. Édouard Philippe est favorable à une coalition de LR à Renaissance. Quant à Xavier Bertrand, il veut un Premier ministre LR. Et puis il y a un nouveau groupe qui vient de se créer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la droite républicaine, qui est dirigée par Laurent Wauquiez. Alors quelle est la solution? On vous le demande. Parlons vrai. Un simple coup de dé politique peut-il renverser le sentiment majoritaire exhibé par le nouveau Front populaire? Il suffirait au LR de dire oui à Bayrou, Attal, Philippe pour qu'un nouveau rapport de force se dessine et qu'au bout du compte, un des leurs se retrouve à Matignon. Sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300, vous appelez Aude, vous attend au standard. Venez nous donner votre avis. La question est la suivante. Une coalition Renaissance LR est-elle souhaitable? Et vous nous répondez non pour l'instant à 76%. Donc, on va vous poser la question, Philippe Bilger. Eh bien, ça n'est pas parce qu'une situation politique est inextricable qu'il faut d'emblée penser à des coalitions qui n'ont pas de sens. Je veux dire, on comprend bien que à partir du moment où on refuse le nouveau Front populaire, on a envie, et le président lui-même, c'est un tout petit peu le sens de ce que je viens de lire, on a envie de supposer que quelque chose qui ne pouvait pas être fait avant pourra être opératoire maintenant. Mais pendant longtemps, les Républicains ou la droite républicaine avaient refusé la moindre alliance avec le macronisme en considérant que les programmes étaient différents et qu'il n'y avait pas de raison que cette droite républicaine vienne servir de roue de secours à un régime en perte de vitesse. Il l'est encore plus aujourd'hui, contrairement à ce qu'a l'air de prétendre
prétendre le président. Donc ça n'est pas gagné, il faut encore que les programmes soient compatibles et que le macronisme accepte, puisque je considère qu'il a été défait tout de même, malgré un score honorable, que ce sont les Républicains qui vont imposer le programme à réaliser, donc peut-être le Premier ministre qui le mettra en œuvre. Et du coup, ils n'auront pas ce sentiment d'être une roue de secours. Voilà. Je l'espère. Olivier d'Artigol. Oui, je sais bien qu'on est dans le zapping permanent, les actualités arrivent et chassent les précédentes, mais pendant 2 ans, avec une majorité relative de 250 membres, la majorité relative macroniste, n'avait cessé d'essayer d'élargir sur son flanc droit sa majorité pour obtenir justement une stabilité parlementaire. C'était la feuille de route, on s'en souvient, qui avait été donnée à Elisabeth Borne, les 100 jours, vous en rappelez, on a l'impression de parler d'une époque d'il y a un siècle. Ça a été pourquoi ce qui s'est soldé par un échec alors que la Macronie était dotée de 250 élus, serait aujourd'hui dans un cheminement permettant, sécurisant davantage, garantissant un succès, alors qu'ils sont quand même les perdants de ce scrutin. J'évoquerai tout à l'heure la lettre du président de la République aux Français via la presse quotidienne régionale qui va tomber là après 18h. Ça sera votre tour de table tout à l'heure. Ouais. Mais d'une certaine manière, le président ne répond pas à cette équation. Alors, pour terminer, il semblerait que sur les toutes dernières heures, les responsables autour d'Emmanuel Macron consultent beaucoup, tout azimut, en direction de LR qui vient de constituer son groupe qui sera donc présidé par Laurent Wauquiez. Mais qui peut imaginer Laurent Wauquiez, dont le calendrier est la prochaine présidentielle, monter sur ce bateau dont la ligne flottaison est véritablement aujourd'hui très basse? Ouais. Abel Boï. Exactement, et puis pour LR céder à cela, ça serait équivalent à mourir politiquement. On se souvient qu'il y a quelques jours, Bruno Retailleau avait dit que la marque LR était morte. Aujourd'hui, il y a un nouveau nom de droite républicaine qui laisse sous-entendre que quelque chose de nouveau va certainement être créé, qui servira de tremplin et de marchepied pour 2027. L'intérêt, il est du côté des macronistes, mais même là, comme vous l'avez dit Philippe, la confusion est telle. Tous les députés élus Renaissance ne veulent pas siéger dans le groupe. Il y a Sacha Houlié qui l'a encore dit il y a 2 heures. Donc on est dans une situation qui est un tel capharnaüm que les LR n'ont aucun intérêt à mener une coalition gouvernementale. Je suis rarement peu d'accord avec vous, Abel Boï, mais je vais solliciter nos vraies voix. Quand vous dites qu'ils n'ont aucun intérêt, les LR, je vous entends tous dire il y a 3 partis dans l'Assemblée nationale. Et dans ces 3 coalitions... Un parti et 2 coalitions. Voilà, et jamais il est fait état de ce groupe parlementaire qui existe, les LR. Et si finalement cette coalition, Philippe Bilger, c'était l'occasion justement de réexister, parce qu'on a l'impression qu'ils n'y sont pas, ben là... Oui, mais je voudrais, d'une certaine manière, conforter ce qu'a dit Abel, parce qu'au sein des Républicains, de la droite républicaine, même si Laurent Wauquiez, qui n'a pas fait preuve d'audace à 2 ou 3 circonstances antérieures, c'est le moins qu'on puisse dire, ils n'iront pas tous vers cette alliance, même si elle était acceptée par une majorité, il y en a certains qui ne voudront pas de cette alliance avec le macronisme. Dans ton expression, oui, Olivier, l'idée que LR serait un groupe pivot, mais tu ne peux être un groupe pivot que si ton arrivée dans une alliance fait basculer cette alliance dans une majorité fortement relative ou absolue, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi un problème de compromis à faire, non, Abel Boï? Ils vont avoir énormément de compromis à faire quand même. Mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Comme ça vient d'être dit. Aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont intérêt? Exactement. L'intérêt. Et vous dites non. Et moi, je pensais que c'était oui plutôt. L'intérêt, il est du côté d'Emmanuel Macron pour pouvoir faire le contre-pied vis-à-vis du nouveau Front populaire et du Rassemblement national. Mais pour les Républicains qui sont plus divisés que jamais, aujourd'hui, c'est toujours Éric Ciotti, officiellement le président. Et dans le groupe républicain, on ne sait pas s'il n'y a pas certains députés qui sont Ciotti compatibles encore. C'est-à-dire que la situation est loin d'être claire. Tomber tout de suite, parce que pour moi, c'est un piège qu'a tendu Emmanuel Macron à toute la classe politique avec cette dissolution, et j'assume mon propos. Et donc, il n'a pas forcément perdu, soit dit en passant? Ah ben non, parce qu'il est redevenu le maître des horloges. Voilà. Même si on est dans le cynisme politique absolu, aujourd'hui, tout le monde est suspendu, justement,
à la lettre dont Olivier va parler tout à l'heure et à ses futures déclarations à venir, nomination avant ou après les Jeux Olympiques, que va-t-il faire? Et c'est bien parce qu'en jouant le temps, ça lui permet de diviser la gauche, parce que l'on voit comment ça s'agite de ce côté, et ça permet d'entretenir la confusion de l'autre côté. La gauche, elle était déjà divisée quand même aussi. Oui, il n'empêche qu'à un certain moment, il est un peu agaçant, hein, ce président, parce que j'entends bien... On est tous d'accord. Vous maniez la litote. Non, mais parce que mettre des horloges, alors que clairement, il a perdu, et il fait comme s'il avait gagné. Exactement. Alors, je n'irai pas jusqu'aux injonctions de LFI ou du nouveau Front Populaire qui exige une réponse immédiate, mais tout de même, il n'est pas complètement absurde. Mais Philippe, si vous permettez, LFI qui, entre les deux tours, était redevenu fréquentable parce qu'il fallait sauver quelques sièges de députés et qui, dès le lendemain du second tour, est redevenu pestiféré. Ouais, c'est pas fort. Ah, ouais, écoutez, les vrais voix. Voilà. 300, vous nous appelez, vous réagissez, chers auditeurs, chères auditrices. On est avec Raphaël. Ouais, Raphaël est avec nous. Bonsoir, Raphaël. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Cachan. Oh, de Cachan. Ah oui. Dans le Val-de-Marne. Bah oui. On passait les examens à l'époque. Vous allez faire du vélo là-bas, Frédéric? Non. Bah, c'est de l'autre côté. Bon, alors, Raphaël, réaction. Alors effectivement, on est face à une situation inédite, pour ne pas citer de poncif. Le président Macron, comme ça a été justement dit à l'instant, est redevenu maître du jeu, et la majorité introuvable, effectivement, ne sera jamais sur une coalition de partis. On s'imagine mal aujourd'hui LR qui constituait les macronistes auparavant s'allier avec les ennemis d'hier. Ce sera sans doute, à mon avis, un gouvernement resserré et une majorité sur les textes qui va se créer. Donc ça sera vraiment au coup par coup. Mais il n'y aura, à mon avis, pas de majorité, pas de coalition transpartisane comme... mais sur les textes, il faut une coalition, Raphaël. Donc vous dites que c'est souhaitable ou pas? Sur les textes principaux, oui, il y aura, mais les textes principaux seront cantonnés aux régaliens et aux aspects économiques. Après, effectivement, tout ce qui est sociétal et périphérique, il y aura beaucoup moins de textes sur ces sujets. Mais le gouvernement sera composé comment, Frédéric? Raphaël, pardon. Ou si vous voulez, je le standard. Le Premier ministre devra être quelqu'un de rassembleur qui ne clive pas trop donc il peut à la fois rassembler les macronistes, les LR, une partie des Rassemblements nationaux, une partie des socialistes modérés. Donc il existe sans doute dans la classe politique une personne qui a cette envergure-là. Vous avez une idée? Là aujourd'hui, je pensais plutôt à Bernard Cazeneuve, mais il a une expérience assez modérée d'ancien Premier ministre. Certains pourraient penser à Jean Castex, mais il n'est pas forcément dans ces dynamiques-là aujourd'hui. Donc finalement, cette personne reste quand même très énigmatique. Néanmoins, il y aura nécessairement une personne de cette envergure-là qui sortira du chapeau à un moment donné. Alors une personne de cette envergure-là, parce qu'on se dit aussi que s'il n'y a pas cette coalition et que le groupe LR il garde une position indépendante à l'Assemblée nationale, il prend des risques aussi, Olivier d'Artigol, finalement. Oui, mais là, il y a un jeu de dupes, dans le sens où, bien évidemment, il n'y a pas de majorité. Emmanuel Macron joue d'ailleurs assez finement sur le thème de trouver une solution, en se mettant un peu en surplomb, en arbitre des élégances. Ouais, mais c'est bien vu quand même. Enfin, c'est stratégiquement bien. Vous savez, mettre des horloges, tout ça, bien sûr. Ça sont des expressions un peu tarte à la crème aujourd'hui. Il a beaucoup perdu. Il a regardé depuis la période jupitérienne le fait qu'il n'ait pas été en capacité lors de sa réélection de donner une perspective pour le pays. La vacuité de son discours de réélection en 2022 était quand même quelque chose de très net. Ce verbe, qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, ce président bavard mais pouvant dire une chose le lundi et quasiment son contraire le jeudi, ce zig et ce zag permanent a fait qu'il peut avoir des horloges, mais elles sont ô combien déréglées. Le problème, c'est que c'est le pays tout entier aujourd'hui qui ne trouve plus l'heure. Moi, il y a beaucoup de personnes depuis dimanche qui me disent « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Vous vous rendez compte? On vote et le pays derrière, alors que normalement une élection est là pour porter une réponse à une crise, le pays derrière se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Il est 17h44.
Oui, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on se posait la question. Le maître il est ici et il est nulle part ailleurs. Avant de donner la parole à notre autre auditeur, Antoine Abel-Boilly, est-ce que il y a aussi un problème dans cette collaboration, pour finir là-dessus, avec d'autres partis? Collaborer entre partis, ça veut dire peut-être compromettre des valeurs, compromettre un programme politique. Enfin, c'est pas si simple. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qui va accepter de faire des compromis, qui va accepter de revenir sur ses valeurs ou ses convictions. Aujourd'hui, on est dans une situation, comme ça vient d'être dit, on ne sait pas où on va, mais tout le monde a l'impression d'avoir gagné. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire pense avoir gagné. Ils ont fait une remontada qu'il faut reconnaître. Le groupe Renaissance, on pensait pas qu'il serait forcément autant de députés. Oui. Donc pour eux, ils pensent qu'ils sont toujours dans le game, comme disent les jeunes. Même les Républicains, avec environ 70 députés, on pensait pas. Et surtout avec l'épisode d'Éric Ciotti et puis le Rassemblement National qui a encore augmenté ses effectifs. Donc tout le monde pense avoir son rôle à dire et tout le monde pense pouvoir imposer ses idées au président de la République. Et c'est là où Emmanuel Macron, il a été très fort. Et c'est cynique. Moi, je ne l'applaudis pas. Mais il est maître du game aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va regarder et astucieux quand même. Sachant comment il est, sachant qu'il ne se représente pas en 2027, il va dire aux partis, soyez responsables, trouvez des compromis. Tant que vous n'en trouvez pas, on ne bouge pas. Il est capable de le faire. Et ça peut durer des semaines, comme ça peut durer des mois. Et on prendra dans les joutes de communication l'exemple des Pays-Bas, de l'Allemagne ou de la Belgique pour justifier cette perte de temps. Je ne crois pas Philippe, il y avait un auditeur. Non, mais allez-y, Philippe, parce que vous vouliez. Je ne crois pas qu'il soit tellement maître du jeu. Il peut jouer ce jeu-là pendant quelque temps, mais il y a un moment donné, si les coalitions, les alliances souhaitées ne se produisent pas, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que Gabriel Attal ne va pas accepter durant, j'allais dire presque une grossièreté, durant des heures, des semaines, des mois, de rester alors qu'il a d'autres ambitions et qu'il a sauvé la mise du macronisme dans l'urgence. Allez, 0826 300 300, Antoine, vous êtes avec nous? Oui. Antoine, toujours de on vous écoute. Et effectivement, alors est-ce qu'une coalition LR-LREM est souhaitable? Disons que ça ne fait pas rêver, mais à mon sens, nous sommes un peu sur un volcan et c'est peut-être une solution qui pourrait constituer une solution justement provisoire pour éviter au pays de sombrer dans l'inertie, voire l'insurrection souhaitée par certains élus. On aurait pu imaginer en effet une forme de feuille de route consensuelle entre les différentes formations politiques, un peu à l'allemande d'ailleurs, pour gérer les affaires courantes, voire entreprendre des réformes un peu structurelles. Mais je rejoins l'avis de Raphaël. Encore une fois, elle apparaît impossible partant du constat que si vous additionnez les voix LR, Renaissance, UDI, même divers droite, eh bien vous n'arrivez pas à une majorité absolue. Il faut la gratter un petit peu à gauche, mais c'est ce qu'on appelle, oui, mais alors vous n'avez pas cette culture, les Abel-Boilly, les Olivier d'Artigol, les Philippe Bilger, vous êtes des Français, mais les Européens, eux, ont cette habitude. Il faut peut-être y penser. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Antoine, parce qu'il va falloir quand même y passer. Et il y a Édouard Philippe aussi qui a dit qu'il pense qu'on peut réunir de LR à Renaissance un bloc pour permettre une majorité relative. Bon, même si elle n'est pas absolue, ça pèsera plus lourd dans la balance. Merci beaucoup, Antoine. Mais Antoine, restez avec nous. Restez avec nous parce qu'on va jouer. Notre fil rouge. Avec plaisir. Oui, ça c'est le jeu préféré de Frédéric d'ailleurs, dans pas longtemps. Je fais l'émission pour ça. C'est vous qui l'avez inventé. Allez, à tout de suite, on va faire le quiz de l'été. Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous parlez avec nous, vous jouez avec nous aussi. Voilà. J'aimais bien le jouer. Vous jouez. C'est le quiz de l'été. Antoine, vous êtes là? Oui, toujours prêt. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le quiz de l'été, Antoine? C'est une sorte de blind test, C'est un peu ça, voilà. C'est un blind test à la Frédéric Brindel. C'est-à-dire qu'il y a des extraits et il va vous expliquer. Alors, les trois vraies voix sont là. Et c'est ça qui est important. Philippe Bilger, qui connaît tout de la chanson française. Olivier d'Artigol, qui chante toute la variété française. Et Abel-Boilly, qui écoute toute la variété française. Surtout vous, d'ailleurs. Donc, vous choisissez, cher Antoine, un des trois. Vous faites équipe avec lui. Allez-y. Alors, vous choisissez qui? Bien, je vais choisir Olivier d'Artigol. Olivier, attention. Merci, mais je ne sais pas si c'est une bonne pioche. Alors, le quiz de l'été. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Bah ouais, ils nous Petit ont clin d'œil battus. de notre réalisateur Thomas. Il est terrible ce Thomas Clini, Il est parce que terrible. moi je m'étais dit on va faire une thématique, la France, parce que hier on a perdu quand même, alors on va se faire plaisir, la France quand même, bon. Et ben qu'est-ce non. qu'il m'envoie? Et viva Espagne. Viva Espagne. Sacré Thomas. Allez, on est parti pour l'extrait numéro 1. Qui chante ça? Ah oui, c'est Lavoine. Oui, Philippe Bilger. Alors pardon, je voudrais avoir les règles parce que j'avais donc Marc Lavoine en tête, mais j'attendais Ah, mais c'est pas qui c'est l'a dit. Hein. et qu'on puisse nous dire, allez-y. D'accord. Ah non, là, très bien. On ne me l'a pas dit. Vous voulez lever la main, Olivier? Moi, je vous donne la parole si vous voulez. Non, mais alors, on peut a parler justement, comme on veut, en fait. on a Théo Hernandez qui est l'arrière latéral gauche de l'équipe de France qui dit mais je comprends pas, j'attendais le ballon ici et il l'a raté. Eh Non, bien, parce que vous les nous autres faites une quiz- les Théo autres quiz, Hernandez, on attendait, si vous voulez. cher Olivier Les D'Artigol. autres quiz, on attendait le top pour pouvoir Mais parler. c'est l'autre monde, Donc, allez, c'est on l'autre commence monde. maintenant. Il y a Numéro- une dissolution. On commence maintenant. Alors maintenant, vous connaissez les Alors, on règles. commence. Allez, Allez, 0-0. extrait numéro 2. Non, 1-0. France Gall, Olivier D'Artigol. Mais quand j'ai les règles, ça change. Bon, Antoine, vous égalisez. Il est pas mal votre partenaire, hein, Antoine. Oui, il est bon. Ah, il est beau, il est chaud. Bon, juste parce que bon, j'ai pris des chansons sur la France, mais vous avez remarqué mon petit clin d'œil. La chanteuse était France Gall. Là, c'est pas le titre, c'est la chanteuse. oui. Qu'est-ce que je suis ingénieux, Vous non, êtes c'est parfait. pas. Merci. Frédéric Brindel ne change rien, surtout. Allez, extrait numéro 3. Et le roi des cons sur son trône. Du trône. Renaud. Mais non. Renaud, Mais Philippe enfin. Bilger. Renaud. 3-0. Non, hein. enfin. Mais non, j'ai marqué un point. Non, il comptait pas. Vous l'aviez, C'est pas Antoine? Renaud. Oui, je l'avais. Bon, mais il avait. dites-le bien, Antoine, hein, il faut partez crier, la hein, voix. qu'on Il vous avait. entende. Non, mais c'est Abel qui l'a dit. J'ai demandé justement à Thomas, notre réalisateur, de vous mettre 8 dB de plus. Hein, donc vous allez, si vous dites le nom, on vous entend. Hein. Voilà. Allez, extrait numéro 4. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se met. Bah, Mais qu'est-ce qui vous arrive, Philippe alors, Bilger? Philippe Bilger. Vous rendez compte, ça c'est historique dans l'histoire de Sud Radio, c'est-à-dire que... Sur les feuilles, là, peut-être. Regarde. Non, il n'y a pas la Ouais, feuille. il a plus un bon bilan finalement que le La feuille qui se trouve à côté de lui, il y a marqué Pogacar, Moi, il peut Roglic pas et avoir non Vingegaard. plus, Donc hein. c'est pas C'est lui. indiscutable. Donc alors, Mais comment t'as vu ça? Philippe Bilger sur C'est Black évident. Il M. écoute Black C'est M évident. le matin en se réveillant sous Oh, sa t'as vu les douche. casquettes qu'on lui met à l'envers. Non, je vais vous dire, il y a peut-être une possibilité. Un, c'est que Philippe Bilger connaisse parfaitement Black M. C'est la bonne possibilité. D'ailleurs, la chanson Ouais, dis-moi le truc. s'appelle Je suis. Je ne sais pas. Je Dis-moi suis le chez truc, moi. alors. Dis-moi le Je truc. suis chez moi. Voilà. C'est quoi? Olivier, Alors- mais une connaissance encyclopédique de la chanson. Bon, Antoine, Non, il y a un truc. Antoine, vous êtes mené 3-1 avec votre partenaire Olivier, mais le vainqueur est celui qui arrive à 4. Attention. Je demande la concentration de tout le monde. Quand Judith va dégainer, les dés seront jetés. Allez, vous êtes prêts? Ok. Extrait numéro 5. Sardou, Olivier D'Artigol. On adore ce jeu. Deuxième, Je me suis fait mal. Hein. deuxième événement historique, c'est Olivier D'Artigol qui cite Sardou. Ça aussi, c'est beau. Oui. Vous pourriez pas Non, mais je- donner un Jean Comme quoi, Ferrat, par la exemple. coalition est possible. Hein. La coalition est possible. Ouais, pas pour toute l'année. Hein. 3-2. Allez, extrait numéro 6. De mon enfant. Enrico Macias. Et alors là, oui. écoutez bien. Remontada. Écoutez bien, 3-3. Ça veut dire que c'est beau ça, hein, la France de mon enfance d'Enrico Macias. Enfin bon, c'est bon, après politiquement, il y a des interprétations qui seront faites. Non, mais très belle, moi, très je vous parle de la mélodie. Bon, c'est la balle de match. Balle de match. Allez, c'est parti. Polnareff, victoire d'Antoine. Oui, pas de la ref, bah oui. Eh oui, Antoine et Olivier D'Artigol qui s'impose 4-3. Jamais nous n'avions Là, eu c'est bon, gars. aussi beau À suspense. partir du moment où on me donne les règles. Moi, je considère Bravo. que celui qui dit Black M a gagné tout. Ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points normalement. On va vous couronner ce soir, Philippe Bilger. Abel Boilly, vous pouviez jouer, hein? Oui, je sais. Bah, il a joué. Je lui soufflais les réponses en fait. C'était notre stratégie. Dis-moi le truc sur Black M. Et c'est d'ailleurs, quoi? vous, chers auditeurs, hein, si Si, il y vous avait un voulez truc. jouer avec Dis-moi. nous, Tu veux dire après?
Je peux faire mon teasing ou pas? Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez envie de jouer, vous avez envie de voter, vous nous appelez au 0826 300 300 ou sur le compte X de Sud Radio. Dans 10 minutes, comme Antoine, comme Antoine qui a gagné. Et sinon, je peux finir ma phrase aussi ou pas? Non, mais je voulais juste dire au revoir à Antoine et remercier. Mais non, mais il reste avec nous, Antoine. Oui, mais on doit y aller. Philippe Bilger, dans 10 minutes, vous allez nous faire un petit tour de table. Qu'est-ce que ça sera votre sujet? Philippe, je considère qu'il avait le droit de dîner avec qui il veut. Bah voilà, c'est dit. Allez, reste avec nous. D'ailleurs, j'y pensais, on pourrait peut-être dîner ensemble. Sud Radio. Sud Radio. Vous êtes bien dans les vraies voix de l'été de Sud Radio avec nos vraies voix. On est avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Abel Boilly et puis mon collaborateur, mon compagnon de route, Frédéric Brambel. Votre adjoint, allez plus loin encore. Allons-y gaiement. Et puis tout de suite, vous avez la parole. Si vous voulez nous raconter votre quotidien, une colère, une bonne nouvelle, c'est avec Clément Barguin. Alors, vous avez la parole avec Clément Barguin de la pluie. Et vous n'avez pas de jingle, parce qu'on attendait. C'est ça. Non, il n'y a pas de jingle là, à ce moment-là. Voilà. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Allez-y, je vous en prie. Bah oui, je voulais dire un mot. Voilà. Alors, donc, encore de la pluie, et ça commence à être difficile pour les agriculteurs, cher Clément. Oui, notamment en Loire-Atlantique. Entre le manque de fourrage et des bêtes qui sortent moins que d'habitude, c'est une année compliquée pour les éleveurs, particulièrement inquiets comme Even Le Pavec, que l'on est ravis d'accueillir sur Sud Radio. Bonjour Even. Bonjour. Bonjour, vous êtes co-gérant de la ferme de la Puyère, c'est à Port-Saint-Père. Toute cette pluie, on l'entendait avec Rémi André, ça va continuer de se dégrader ces prochains jours. Toute cette pluie entraîne des problèmes en cascade dans les exploitations. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui avec toute cette eau qui tombe depuis l'automne maintenant? Oui, effectivement, en fait, c'est qu'on cumule les mauvaises saisons, là, l'automne, l'hiver, le début, le printemps et le début de l'été. Donc on est capable de surmonter une mauvaise saison, mais de surmonter 4 mauvaises saisons, c'est compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que à l'automne, les animaux sont rentrés de bonne heure dans les bâtiments parce qu'il y avait de l'eau dans les parcelles. Ouais. Habituellement, on sème des cultures aussi chez nous. On fait du blé et de l'orge l'automne. On sème ça à l'automne et on récolte ça en été pour nourrir les animaux, et la paille nous sert pour la litière des animaux. Ouais. Bon, la liaison est très difficile. Si vous avez la possibilité, Ewen, peut-être de vous replacer là, parce qu'on a vraiment du mal à vous écouter, à vous comprendre. Allez-y, Clément, allez-y. Ouais, vous le disiez notamment. Est-ce que c'est mieux Oui, ça semble mieux, on vous entend mieux. Vous le disiez notamment, ces problèmes pour les chèvres. Vous avez 250 chèvres dans votre exploitation. Toute cette pluie, elle a des conséquences, notamment l'humidité. Je pense par exemple aux maladies. Vous avez eu notamment des pertes d'animaux pendant l'hiver. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, la chèvre, elle est vraiment très sensible à l'humidité. Elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Ouais. Donc c'est pas le temps idéal pour elle. Donc c'est que il peut y avoir des chèvres qui tombent malades, des chèvres qui décèdent. Quand il pleut, il y a beaucoup plus de parasites aussi dans les prairies, dans les parcelles. Et c'est sensible aussi à la chèvre. Ouais, sensible donc aux parasites, aux maladies, notamment je pense à la listeria. C'est une maladie qui a touché votre troupeau. Oui, on a eu quelques cas de listeria, mais non, c'est pas dans l'ensemble, ça va, on n'en a pas perdu beaucoup. D'accord. Moins que d'autres collègues éleveurs. Mais on a une grosse baisse de production, par contre, des chèvres à cause de la météo et de l'herbe de mauvaise qualité. Quoi. C'est ça, les rendements en lait sont moins importants. Oui, c'est de l'ordre de 30% par rapport à une année normale au printemps. D'accord, 30% en moins. Il y a aussi tout le problème, vous le disiez tout à l'heure, concernant les fourrages. Là aussi, vous avez du mal à constituer vos stocks pour la saison prochaine. C'est ça, oui. Pour faire du foin, il faut savoir qu'il faut une semaine de beau temps chaud et sec. Pour faire du foin, on fait sécher de l'herbe, on la coupe, on la fait sécher. Oui. Et donc, vous vous rendez bien compte que le temps en ce moment, c'est compliqué pour faire sécher de l'herbe. Donc on n'y arrive pas, et quand on y arrive, on récolte de la mauvaise qualité, quoi. Donc ce qui va jouer sur la production de l'année prochaine aussi. Le Pavec, on sent quand même que pour les agriculteurs ça se complique en général, soit il fait trop chaud, soit il pleut trop, etc. Est-ce qu'il ne faut pas penser à des nouvelles solutions peut-être pour réussir à continuer à exploiter malgré ces difficultés climatiques?
Comme vous venez de le dire, soit il fait trop chaud, soit il pleut trop, c'est jamais pareil. Donc, s'il faisait tout le temps trop chaud, peut-être qu'on trouverait des solutions. S'il y avait tout le temps trop d'eau, on trouverait sûrement des solutions aussi. Le problème, c'est que c'est les deux, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait 3 ans que je suis installé, agriculteur. Et en 3 ans, on n'a pas eu une année normale. On passe par tous les extrêmes. Un dernier mot, Even, peut-être parce que c'est aussi l'appel que vous lancez aujourd'hui. Vous en appelez à la préfecture, vous réclamez des aides face à cette situation compliquée pour vous. Alors oui, moi je fais partie de la Confédération paysanne, un syndicat agricole, et on a écrit une lettre pour les élus, pour le préfet. Ouais. Déjà pour demander dans un premier temps que les aides qu'on a habituellement nous soient versées. Nos aides bio et nos aides MAE, c'est des aides qu'on touche parce qu'on s'engage sur des pratiques respectueuses de l'environnement. Nos aides de 2023 n'ont toujours pas été touchées, il y a des gros retards de paiement. Donc ça nous fait un gros trou dans la trésorerie. Il pourrait nous permettre d'acheter des fourrages ou des céréales. Ouais. Et puis en plus de ça, il va nous falloir des aides d'urgence pour réussir à passer le cap, sinon ça passera jamais. C'est ça, donc vous en appelez donc à la préfecture, à l'État pour en tout cas vous aider à reconstituer vos stocks de fourrage. Donc le message est lancé notamment préfecture de Loire-Atlantique, la préfecture de Loire-Atlantique. Oui, de Loire-Atlantique. Bien sûr. Un grand merci Even Lepavec d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes co-gérant de la ferme de la Puyère, c'est à Port-Saint-Père, donc en Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Merci, on vous souhaite bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans un petit instant. Ça va être le tour de table de l'actu des vraies voix. On est là, on vous attend. Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Nous commençons avec Philippe Bilger. Cher Philippe, Édouard Philippe a donc dîné avec Marine Le Pen. C'était en novembre 2023 chez Thierry Solaire. Oui, alors ce qui m'aurait plutôt inquiété, moi, mais je ne suis pas Édouard Philippe, c'est de voir un dîner organisé par quelqu'un qui est un multi-mise en examen. Thierry Solaire, ça ne le gêne pas, il était conseiller à l'Élysée, il organise donc des dîners. Édouard Philippe, évidemment, ce dîner est resté secret. C'est peut-être ça aussi la faiblesse de cette entreprise, puisqu'après, il a dû justifier ce dîner. Il aurait été facile de le faire en disant « Je dîne avec qui je veux à partir du moment où j'ai eu des échanges cordiaux avec elle, même si j'ai des désaccords. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi est-il resté secret ?» Et donc, évidemment, dans son propre camp, il a été très critiqué. Bien sûr, nous ne l'aurions pas fait. Et il a pris l'exemple, Édouard Philippe, de Jean-Luc Mélenchon en disant « Même avec lui, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait part de mes désaccords. » Donc, ce qui me fait peur, c'est le climat que ça révèle en France. On dirait que la contradiction politique se dégrade en guerre humaine. Ça me perturbe qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et dans la vie, la contradiction intellectuelle, politique, ne doit pas amener une sorte de frontière de guerre civile humaine. Olivier d'Artigol, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le climat n'est pas bon en politique comme il ne l'est pas dans la société tout entière. Les gens ont du mal à se supporter, à se tolérer. Il y a par exemple des maires dans des petites communes qui disent on repartira pas, ça devient infernal. Concernant l'affaire Édouard Philippe, ce qui me semble le plus concernant, c'est plutôt la manière dont il s'en explique. Sur le thème, j'avais besoin de vérifier que nous n'étions pas d'accord. Il y a dans tout cela beaucoup d'hypocrisie. Parce que les repas entre politiques, ils existent. Ils se tutoient tous, connaissent tous bien. Bien sûr. Si vous allez à la buvette de l'Assemblée nationale, je peux vous dire que hors caméra, hors micro, il y a des relations beaucoup plus urbaines que ne pourrait le laisser imaginer le verbe haut et les harangues dans l'hémicycle. Donc moi j'y vois beaucoup d'hypocrisie, mais ce qui est, en effet, je rejoins le procureur là-dessus, ce qui est préoccupant, c'est ce que cela produit dans le climat général. Abel Boï, c'est une histoire de climat, de discrétion,
Je vais faire un peu le consensus entre ce qui vient d'être dit en donnant un exemple concret. J'ai un ami qui a été député dans la majorité présidentielle de 2017 à 2022. Et il m'a expliqué son expérience la première semaine de sa prise de fonction. Et vous savez qui est la personne qui l'a le mieux accueilli à l'Assemblée nationale? Ce ne sont pas ses amis macronistes. Il m'a dit c'est Marine Le Pen, qui a été la plus douce, la plus avenante, la plus humaine. Il a été choqué de cela. Donc effectivement, il y a une hypocrisie ambiante, il y a le manque de nuances, le manque de consensus, et puis surtout c'est l'image que ça donne au niveau du peuple en fait. Et ça va entraîner cette espèce de désamour, même si on peut dire qu'il y a eu un rebond au niveau un rebond participatif au niveau des votes. Mais lorsque l'on sait qu'ils se tutoient, lorsque l'on sait qu'ils sont potes, lorsque l'on sait qu'ils sont tous en contact et que l'on voit ce spectacle affligeant et la manière dont Édouard Philippe s'est justifié, ça donne pas envie malheureusement de s'intéresser à la politique et ça ne donne pas envie surtout à la jeunesse. Philippe Bilger, ce que moi je trouve dingue, si on peut se permettre ce terme, c'est que ça étonne les gens en fait. Oui, mais parce que en réalité, les fractures et les affrontements politiques, idéologiques en France ont une importance démesurée. Et je veux dire, c'est comme si on était obligé de détester quelqu'un dont on ne partage pas les idées. Il y a quelque chose là qui est de totalement pervers. Je veux dire, et puis je pense inconsciemment, au fond, on refuse de rencontrer des gens parce qu'on sait que ça vous contraindrait à les écouter, éventuellement à partager ce qu'ils pensent et parfois même à les approuver. Donc il y a une peur panique de l'autre parce qu'il pourrait vous faire changer d'avis. Mais là, il a été évoqué dans l'entre-deux tours certains avant le premier tour, certains échanges entre des membres de la majorité, des ministres et des gens du Rassemblement national. Parce qu'on pouvait aussi imaginer qu'il serait majoritaire et qu'il y aurait un Premier ministre du Rassemblement national. Et là, ça choque, mais heureusement qu'ils se parlent. Mais quand je parle d'hypocrisie, quand vous êtes arrivé à un niveau comme Édouard Philippe et Marine Le Pen, vous connaissez précisément ce qui fait dissensus entre les deux. Vous connaissez les lignes de fracture idéologique politique. Un repas ne les réglera pas. Nous en sommes arrivés à une situation où deux responsables politiques, parce qu'il s'agit de deux responsables politiques de très haut niveau, doivent pour l'un s'expliquer comme s'il avait été pris la main dans le sac. Bon, mais encore une fois, c'est pas une grande affaire, mais elle en dit un peu quand même sur le climat. Mais après, ça date de novembre 2023. Oui, mais à la limite, mais est-ce que le peuple est vraiment étonné quand on voit qu'il y a certaines personnes qui ont une sorte de vindicte verbale à dire tous pourris? C'est une manière de dire que les politiques sont tous complices, peu importe le parti, dans certaines choses qui ne sont pas très glorieuses. Coluche avait cette citation aussi qui disait que si le vote servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Donc dans son humour si particulier. Donc il y a cette conscience déjà au sein de la population qu'ils se côtoient tous. Et ce qui est plus triste, comme vous l'avez dit Philippe, c'est la manière dont Édouard Philippe s'est justifié tout simplement. Ouais. Bon, la coalition nécessaire avec l'Assemblée fera peut-être évoluer justement les mentalités. Ouais. Olivier d'Artigol, vous avez envie de parler de la lettre du président Macron aux Français qui va sortir dans la presse quotidienne régionale. Le président a de nouveau plonger sa plume dans l'encrier. Je ne sais pas s'il a mis la plume dans la plaie. En tout cas, nous venons de prendre connaissance de cette lettre qui est publiée, puisque l'embargo était à 18h, dans la presse quotidienne régionale. Donc le président, après les élections législatives, s'adresse aux Français par ce vecteur-là de communication. C'est une lettre courte, ce qui peut changer par rapport au style présidentiel, où il dit plusieurs choses. J'énonce ce qui me paraît le plus déterminant. Personne ne l'a emporté. Peut-être qu'Emmanuel Macron l'a moins emporté que d'autres, mais cela peut faire l'objet d'un débat. Seules les forces républicaines représentent une majorité absolue, sans qu'ils ne fassent la démonstration que cette majorité absolue peut être concrétisée dans les prochaines semaines. Cela les oblige à bâtir un large rassemblement, c'est l'idée principale de cette lettre, aller vers ce large rassemblement autour de quelques grands principes. Cela
peut demander un peu de temps. Il faut un esprit de dépassement. Il maintient le gouvernement en l'état, en attendant donc que une sorte de fumée blanche sorte de l'hémicycle avec ce large rassemblement constitué. Ça me fait penser à un adolescent colérique qui aurait mis un désordre inouï dans sa chambre et qui attendrait des adultes qui puissent remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je trouve que alors qu'il est le premier dynamiteur, le premier responsable de cette situation, le fait de se mettre un peu en surplomb en disant maintenant c'est à vous de trouver la solution et je me porte garant auprès des Françaises et des Français d'être très vigilant au fait que vous puissiez y arriver, je trouve qu'il y a là quelque chose qui relève d'une forme de condescendance, de facilité, d'habileté, de quelque chose qui n'est pas au niveau d'une crise politique qui elle est véritablement installée. Décidément, je trouve ce président de plus en plus préoccupant, pour ne pas dire dangereux. Philippe Bilger. Je rejoins ce qu'a dit Olivier. Avec cette dissolution et ses conséquences, il y a la démonstration d'une absurdité présidentielle qui a créé un chaos considérable. Et comme l'a dit Olivier, maintenant il prétend, comme il est dépassé par le chaos qu'il a créé, il faut que ses victimes mettent un peu d'ordre dedans. Non, je trouve que, alors ça, contrairement à ce que semblait dire Abel tout à l'heure, je ne pense pas que c'est une situation qui peut durer très longtemps, parce qu'imaginons que ce qu'il souhaite ne se produise pas, et ça n'est pas la faute des différents groupes, ils n'ont rien de commun. Eh bien, il y a bien un moment où lui-même devra chercher en lui-même une solution. Abel Boilly, c'est le président la solution ? Pas du tout. Je pense effectivement que c'est un président très dangereux, aussi bien politiquement que psychologiquement. Parce que ce qu'on oublie, c'est le mal que ça fait à la population. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sort d'une élection qui a quand même suscité un grand espoir, en tout cas chez les personnes qui ont fait barrage au Rassemblement national. Et on se retrouve le lundi matin même à être dans la même situation de perte, d'oubli psychologique par rapport à l'avenir. Et c'est quelque chose de très dangereux. Emmanuel Macron avait dit que l'élection européenne n'aurait aucune incidence sur la vie quotidienne française. Il dissout l'Assemblée et il aime toujours mettre au défi les gens. Je vous mets face à vos responsabilités. Si on prend l'ensemble des votes, la majorité des votants ont dit non à Emmanuel Macron. Mais on lui dit non, il reste là et il remet encore maintenant les partis politiques. Il aime défier et c'est pas bon en fait. Il y a besoin d'une politique plus apaisée aujourd'hui. Abel Boilly, vous avez la parole, vous la gardez. De quoi vous allez nous parler, vous, dans un instant ? Alors moi, j'aimerais parler de la situation psychologique et psychique de nos concitoyens, justement. Alors restez avec nous, on revient tout de suite. Les vraies voix de l'été. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Au 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est bien avec vous. C'est la suite du tour de l'actu des vraies voix. Abel Boilly, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, après de multiples crises sociales, sanitaires, de délitement de valeurs, crise des institutions, pouvoir public, violence décomplexée, sans compter les crises internationales au-delà des castings, tel ou tel poste, tel ou tel gouvernement, personne ne semble parler dans les mots, en tout cas, du bien-être des femmes et des hommes qui composent la nation. Quand je parle de bien-être, je parle de l'aspect psychologique et psychique. La France reste ce pays où plus d'un quart de la population est addicte aux antidépresseurs et autres régulateurs d'humeur. Les femmes, 3 fois plus que les hommes. Une femme meurt toujours, tous les 3 jours, sous les coups d'un monstre. Les jeunes ne sont pas en reste. La jeunesse, épuisée psychiquement, est divisée en son sein face à un avenir toujours plus incertain. 2024 a confirmé la hausse continue des pensées suicidaires chez les jeunes Français. Et puis il y a des sujets tabous, plus sombre pour aller vers la fin de mon propos. En France, la première cause de mortalité chez les 16-24 ans sont les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. La prostitution des mineurs entre malheureusement dans une ère d'impogés et les politiques semblent avoir 15 ans de retard sur le sujet. La France est le 3e pays au monde où on consomme le plus de contenu pédopornographique. Un enfant sur 5 est victime de pédocriminalité intrafamiliale ou non. L'âge moyen d'un pédophile en France est de 24 ans, il faut le savoir. En conclusion, un casting, c'est bien,
mais ce ne sont que des noms. Un programme, c'est bien, mais ce ne sont que des mots. Les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Et au-delà des chiffres grandiloquents dans cette société du fast-food, me vient à l'esprit cette citation d'Edgar Morin qui dit « À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on a fini par oublier l'urgence de l'essentiel. » Alors, c'est d'une beauté inouïe, Abel Boilly, bravo, vous avez tout dit. Philippe Bilger, hier on parlait de cette jeunesse, notamment de nos rugbyman de 20 et 21 ans qui ont été dépassés par plein de choses. On arrive finalement à ce que vient de dire, dans ce qu'on vient de dire Abel, à faire le lien avec plein d'éléments. En même temps, Abel, est-ce que c'est comment dirais-je, cette jeunesse dont vous parlez, heureusement, ça n'est pas toute la jeunesse, et d'autre part, que représente-t-elle cette jeunesse déboussolée au sein de la jeunesse globale? Vous savez, il y a eu un avant et un après la crise Covid quand même. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme qui a changé même dans le rapport au travail. Les gens ne veulent plus vivre pour travailler, mais veulent travailler pour vivre. Il y a quelques mois, avec l'ESSEC, j'ai fait une conférence avec un grand groupe français que je ne nommerai pas, où les responsables se demandaient comment retravailler le bien-être de l'employé en entreprise. Donc en réalité, ça ne touche pas que les jeunes. J'ai dit, 1/4 de la population est addict aux antidépresseurs. Les pensées suicidaires sont en explosion. Donc c'est bien beau, il y a les chiffres, il y a les programmes, mais parlons concret. Une personne qui a été victime d'inceste pendant son enfance, même si elle voit son salaire multiplié par 2, est-ce que c'est ça qui va la guérir psychologiquement et psychiquement? Une femme qui a été victime de violences conjugales et qui a des séquelles psychologiques et physiques, peut-être qu'elle portera à vie. Comment est-ce qu'on prend soin de ces personnes? Donc il faut remettre l'humain au centre des débats. Tout ce qui se passe politiquement est passionnant quand on s'intéresse à la politique. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, les Français et les Françaises n'en ont rien à faire des castings et ils veulent aller mieux psychiquement. Olivier d'Artigol, quand on écoute Abel Boilly, ce qu'il nous dit, c'est que les Français souffrent en fait. Hein. C'est ça qu'on entend. Oui, moi ça m'a beaucoup touché ce qui a été dit, parce qu'il y a un tel gouffre vertigineux entre ce qui a été énoncé et la vacuité, pour ne pas dire parfois la clochardisation de pans entiers des politiques publiques qui devraient y répondre. Si on prend juste la question de la pédopsychiatrie, tous les personnels alertent, mais depuis des années, en disant comment un pays dit développé comme le nôtre peut laisser faire ça. Je crois beaucoup au niveau de développement d'une société sur la situation faite aux plus anciens et aux plus jeunes. Quand une société n'est pas en capacité de sécuriser ces deux moments de la vie, c'est une société qui va pas bien. Si vous prenez la situation faite aux jeunes qui souffrent différentes manières, violence intrafamiliale, le fait que des gamins arrivent à l'école avec le ventre vide, le fait qu'on puisse ne pas détecter des signaux faibles parce que les établissements n'ont pas de psychologues scolaires, parce que les établissements sont souvent peu dotés ou pas dotés de médecins scolaires qui sont obligés de faire le tour de 4 ou 5 établissements pour couvrir tout ça. On le dit chaque année sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale, des professionnels disent attention, nous n'y sommes toujours pas. Et donc ça s'installe pour aller jusqu'à une situation, je le dis, de clochardisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit ça passe, à un moment donné, ça craque. On ne peut plus. Ouais. Donc moi, ce qui est de terrible, c'est la force, l'intensité de ce qui a été dit et la manière dont on a traité de la situation politique dans notre pays depuis 1h30. Les coalitions, les si, est-ce que Bruno Le Maire a mangé ou pas avec Marine Le Pen, etc. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si vous me permettez de dire une toute dernière chose. Vous savez, il y a quelques semaines, je fais un plateau chez vos confrères de CNews et on parle de la problématique de la violence de la jeunesse. Et je parle du sujet de la prostitution des mineurs qui est un véritable fléau, je vous assure. Et ça touche toutes les couches sociales. Je fais l'émission le samedi soir, le lundi matin. On en a parlé d'ailleurs avant l'émission. J'ai des mamans qui m'appellent, et de bonnes familles, hein. Merci d'en avoir parlé. Parler de nous, les parents qui voient leur fille disparaître dans ces réseaux. J'ai eu tellement de témoignages. Une maman qui m'appelle, elle n'a pas vu sa fille depuis 6 mois, l'autre depuis 4 mois, l'autre depuis 1 mois. Parce que même si les gens sont issus de bonnes familles, au bout d'un moment, il y a une fracture, il y a une cassure psychologique et psychique dans le parcours de vie qui fait que une jeune fille ou un jeune garçon peut se dissocier de son corps pour rentrer dans ces chemins mortifères. Et c'est aussi la génération réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Le fast life, l'argent facile et le rapport à la violence et à la sexualité qui est corrompue dès le jeune âge. Merci et bravo Abel. Merci beaucoup Abel.
Emmanuel Macron dit vouloir attendre la structuration de la nouvelle Assemblée avant de nommer un Premier ministre, mais n'oublions pas tous que les Jeux Olympiques démarrent bientôt le 26 juillet. Et oui, ça approche, Judith, on peut plus rouler partout. Alors, vous allez sur le compte X de Sud Radio où vous interpellez les vraies voix à l'antenne au 0826 300 300. La question, Emmanuel Macron doit-il attendre la fin des JO pour nommer un nouveau Premier ministre? Quelle est la tendance? Eh bien, vous nous répondez non à 59%, donc là, on est assez proche. Hein. Bon. Vous pouvez encore voter, évidemment, et réagir, hein, n'hésitez pas. Allez-y, et puis pour nous éclairer, nous aurons Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au CERSA. Et pour vous, la question serait rapidement, comme ça, en avant-première, est-ce possible d'attendre l'après-JO? Oui. C'est plutôt possible. Bon, c'est clair. Vous nous rassurez peut-être un peu. Allez, vous restez avec nous, Olivier Roucan, et vous, chers auditrices, chers auditeurs aussi. On reste là. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour... Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de Sud Radio sont là pour le coup de projecteur. On est avec Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Abel Boilly. Lundi, Gabriel Attal a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a maintenu dans ses fonctions pour gérer les affaires courantes. Aucun délai n'est prévu par la Constitution pour la nomination du Premier ministre. Quand la majorité est relative, le président a besoin de temps. Alors Emmanuel Macron dit vouloir attendre la structuration de la nouvelle Assemblée avant d'agir. Nous avons bien compris cependant que la principale affaire courante, ce sont les Jeux Olympiques qui démarrent le 26 juillet. Parlons vrai, l'Assemblée nationale doit présenter ses nouveaux habits et nouvelles combinaisons le 18 juillet prochain. Le Premier ministre devra-t-il être nommé à partir de ce moment ou serait-il plus sage d'attendre la fin des JO le 11 août? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Emmanuel Macron doit-il attendre la fin des JO pour nommer un nouveau Premier ministre, Judith? Eh bien, on est toujours à 59%, hein, donc vous êtes, c'est très mitigé. Pour en parler, on reçoit Olivier Roucan. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Vous êtes politologue et chercheur associé au CERSA, hein, qui est le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Alors, première question dans un instant, mais vous connaissez la tradition, l'avis de Philippe Bilger. Alors, il serait paradoxal, en dépit de ce que j'ai cru comprendre, Olivier Roucan, de votre point de vue, alors que le président a ordonné une dissolution dans le pire moment qui soit, alors qu'il connaissait évidemment la date des Jeux Olympiques et l'effervescence, voire le désordre que cette décision allait créer, je trouve qu'il serait paradoxal d'accepter une lenteur supplémentaire. Je veux dire par là que, à partir du moment où il considérera, s'ils veulent bien le faire, que ce qu'il souhaitait a été mis en œuvre par l'Assemblée nationale, je pense qu'il serait souhaitable de nommer le plus vite possible un Premier ministre qui aura ensuite la charge de nommer les ministres. Il me semble que retarder cet événement important après les JO créerait paradoxalement une sorte d'impatience supplémentaire, un énervement complémentaire, et dans une France qui déjà est au bord de la crise de nerfs, on le dit depuis tout à l'heure. Mais deux choses l'une, ou alors les tout prochains jours, et notamment avec comme date à l'agenda le 18 juillet, où il y aura une élection à la présidence au perchoir de l'Assemblée nationale, les groupes seront constitués. On aura donc déjà un premier paysage qui sera intéressant à observer. Le président sera très sensible, très observateur à ce paysage et aux lignes des forces qui sont des fois ça vient pas, vont apparaître dans la prochaine période. C'est un premier élément de calendrier. Il me semble qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo a dit qu'elle jugeait plutôt positivement le fait que l'exécutif actuel reste en place, expédie les affaires courantes selon la formule consacrée, mais qu'il n'y ait pas d'instabilité pendant les JO. Je suis assez d'accord avec ça. Si la situation n'est pas réglée
d'ici le 18, ou en tout cas d'ici la cérémonie d'ouverture des JO, qui est le 26, si je ne me trompe le 26. pas, ça me semblerait quand même difficile d'envisager des passations de pouvoir dans les ministères pendant les JO, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, il ne faut pas quand même surenchérir sur la gravité de la crise politique si le renouvellement gouvernemental ne s'effectue pas avant les JO. Oui, c'est pas le plus grave. Et puis, à partir du moment où le président a dit qu'il attendait que les partis trouvent un compromis pour nommer un Premier ministre, on est encore loin de cette solution. Donc, peut-être me vaut-il attendre, effectivement, profiter de ces JO qui va être aussi une bulle d'oxygène pour la population, parce que c'est le moment de faire rayonner la France et puis revenir aux affaires plus difficiles. C'est pas une mince affaire, on reçoit le monde entier, quand même. Là, Rappelez-vous quand même la force positive de l'arrivée de la flamme le 8 mai à Marseille. Il y avait quelque chose de très positif. Tout ça a été saccagé. Olivier Roucan et Valérie Pécresse a dit chez nos confrères elle a dit exactement, on a besoin d'un gouvernement de transition, au moins pour cet été, pour gérer ce formidable événement des Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez ? On comprend la logique qui consiste à avoir une stabilité de l'organisation des ministères, des cabinets, des directions générales, et notamment sur tout ce qui est ordre public, mais pas que. Donc c'est un argument qui, à mon avis, pèse et compte dans les choix qui sont actuellement faits, même si, on le sait, les questions remontent assez facilement à l'Élysée depuis nombre d'années. Bon, malgré tout, il est peut-être audible qu'il y ait une sorte de continuité de l'État et qu'il soit assuré. Mais bon, tout peut être entendu, et ce qu'a dit tout à l'heure Philippe Bilger aussi, c'est-à-dire que la temporalité politique, les enjeux de légitimité sont là, et somme toute, c'est bien le président qui veut mettre des horloges qui a prononcé cette dissolution. Il en assume donc les conséquences. Sur la question, si vous voulez, juridique, il y a quand même un régime d'incompatibilité entre la fonction de député et de ministre sous la Ve République, et il y a un mois pour trancher après la proclamation des résultats. Oui, c'est ça, parce que d'un point de vue, pardonnez-moi, mais d'un point de vue, alors je sais pas constitutionnel, même si c'est beaucoup moins vaste et précis que cela, mais est-ce que finalement, au moment où il choisit la dissolution et on se dit, mais les gens vont aller dans la rue tout casser alors que les JO arrivent, finalement il a en tête que ça va se passer comme ça, parce que en plus, vu le calendrier, on sait qu'il y aura pas de nouveau gouvernement possible avant le 11 août. Est-ce que vous, avec votre expérience, Olivier Roucan, vous imaginez que ça a été dans le calcul du président Macron ? Non, mais d'abord, il n'y a pas de calcul parfait à l'heure des crises et des incertitudes cumulées, mais surtout, je pense qu'il faut sortir de cette dramatisation permanente de tout, surtout. Nous traversons une période de transition politique. Peut-être allons-nous vers une parlementarisation de notre régime. Est-ce que c'est une crise ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une catastrophe ? Sans doute non. Nous avons connu des régimes parlementaires. Nous avons connu des périodes où les groupes parlementaires évoluaient sans arrêt. Ils étaient sans arrêt en train de négocier. Et ces républiques, si je prends l'exemple de la 4e, ont également fait de grandes choses. Donc, il faut gérer. Et il est vrai que de ce point de vue, là, l'urgence est d'organiser ces Jeux le mieux possible et surtout d'anticiper tout problème d'ordre public. Une fois que ce sera fait, le Parlement saura davantage où il peut nous conduire. Je pense qu'on parle à une heure où les groupes parlementaires sont en train de se faire. C'est à l'intérieur de ces groupes que se dessinera le contour du futur gouvernement. S'il y a une hypothèse de majorité, ça se fait là. Or, pour l'instant, nous avons un cumul de minorités. Vous voyez, donc c'est à l'Assemblée minimum 18 juillet. Ça ne peut pas être avant le 18 juillet, ça c'est sûr. Et après, voilà. Et après, il y a entre le 18 et le 26, c'est une histoire de 6 jours, donc de 8. Voilà, sans dramatiser, il y a la possibilité de se dire que tout ceci peut se construire ou essayer d'être construit le plus calmement possible. Je pense qu'il nous faut sortir de cette dramatisation permanente du débat public. Ça aidera beaucoup et
Et je pense aussi à la chronique qui a été faite tout à l'heure de ce point de vue. Philippe Bilger, on peut se poser aussi la question des enjeux prioritaires. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un enjeu prioritaire, la nomination du nouveau Premier ministre? Est-ce que c'est le plus important? Je pense, quel que soit l'investissement qu'on a pour les Jeux Olympiques qui vont constituer dans notre pays déchiré, éclaté, un lien. On a les liens qu'on peut et celui-là, il est fondamental. J'espère que l'adhésion du peuple français aux Jeux Olympiques sera aussi forte qu'elle l'aurait été dans une période politique plus calme, mais je continue à croire que l'enjeu politique est tout de même capital. Si on ne remet pas quelque chose qui ressemble à une stabilité politique, à une normalité gouvernementale dans un pays qui en manque terriblement depuis quelques mois, je crains que, en réalité, les Jeux Olympiques eux-mêmes en subissent l'impact négatif. On a une inconnue depuis quelques mois concernant ce que les JO peuvent créer de positif, de ferveur dans le pays. On se souvient qu'à Londres, pour les JO, le basculement dans du positif s'était fait très tardivement, mais il avait eu lieu. On avait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ressenti une disponibilité du pays pour une parenthèse heureuse avec l'arrivée de la flamme à Marseille, avec une ferveur populaire, avec une très belle scénographie. Est-ce que notre pays est mûr pour se dire que la coalition va prendre plus de temps? On n'a pas une culture de coalition, mais dans d'autres pays, ça prend du temps. Est-ce qu'il peut y avoir certains pays, il faut attendre 6 mois avant d'avoir le gouvernement après une telle élection. Si c'est réglé avant, bien sûr, c'est le mieux. Mais est-ce qu'il peut y avoir une trêve olympique, en fait, concernant la crise politique, ou en tout cas en partie sa résolution via une coalition et un nouvel exécutif? Je ne sais pas. Ouais. Olivier Roucan, il y a quand même des ministères. Je pense évidemment à celui des sports et des Jeux Olympiques, qui est le central, mais l'intérieur, j'y venais évidemment, bien sûr. Même les relations extérieures, où les ministres ont quand même mis en place des process autour de ces Jeux Olympiques. Ça fait tout de suite bizarre quand même de se dire, ce ne sont pas les interlocuteurs qui ont mis en place l'événement. Olivier Roucan. Si on reste dans la situation actuelle, oui. Si ça change, il y aura ce qu'on connaît, c'est-à-dire que face à l'intérêt général, il y a des hauts fonctionnaires qui tiennent l'État, ça s'appelle la continuité du service public et de l'État. Et puis les nouveaux ministres auront sans doute des contacts avec les anciens pour assurer l'incarnation de cette continuité. Bon, voilà, si on reste dans le cas de figure actuel pendant le déroulement des Jeux, il faut arrêter de penser, d'ailleurs ça a été démenti, par exemple, il y en a qui nous promettaient, suite au résultat, des désordres, et qui craignaient des explosions de violence dans le pays. Il y a eu les résultats de la dissolution, il y a le début de ces négociations, et pour l'instant, l'ordre public règne. Donc, parce que le RN n'est pas majoritaire. Et la fin des JO, c'est aussi le 11 août. C'est pas si loin que ça. Je ne suis pas persuadé, mais je le dis avec beaucoup de modestie face à vous, que si le RN avait eu la majorité absolue ou même une majorité relative très forte, il n'y ait pas eu quelques troubles et violences dans le pays. Oui, mais on pouvait tout aussi, si on s'inspire de certaines réactions de partis populistes lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir ou le perdre, imaginer que le fait que le RN n'ait pas le pouvoir crée aussi du désordre. Donc, vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas le cas et on peut faire le constat et puis finalement trouver ça plutôt heureux. Et je pense qu'on a aussi besoin d'envisager les choses de façon un peu constructive. Abel Boilly, je redis ce que j'ai dit à l'instant, s'il attend la fin des JO, le président, en fait, ça reporte la nomination du nouveau Premier ministre au 11 août. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas la fin du monde, mais il y a les JO, mais il y a les Jeux paralympiques aussi qui sont de fin août à fin septembre. Après, ce que peut faire le président du 28 août au 11 septembre. Du coup, il a entre le 11 et le 28 pour agir, j'ai envie de dire. Après, ce qu'il peut faire aussi pour apaiser, c'est annoncer qu'il nommera un nouveau Premier ministre à l'horizon de début septembre, par exemple, ce qui permettra de faire une transition apaisée. Donc, il le dit pas dans la lettre que vous nous avez révélée, Olivier d'Artigol.
Non. Il dit rien, il n'y a pas d'agenda, il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'agenda puisqu'il renvoie la résolution du problème aux forces politiques républicaines à l'échelle de la nouvelle Assemblée nationale. Donc quand je vous ai dit qu'il était en surplomb et qu'il attend donc cet esprit de rassemblement, mettant les Français à témoin, regardons s'ils vont y arriver, il ne donne pas d'éléments d'agenda. Et d'ailleurs, il ne le pourrait pas. Alors, le président n'a pas de délai pour nommer son Premier ministre. Il peut le faire quand il le souhaite. Ça veut dire quoi, Olivier Roucan? Ça veut dire qu'il peut le faire avant le 18 juillet, parce que tout le monde est persuadé. Bon, on a des raisons de le penser, mais... Ça veut dire ce que vous venez de dire. Je vous donne pas la possibilité de vous échapper. Par contre, je remarque que le président Macron, tel qu'il a exercé le pouvoir, va se transformer là. Il a lui-même, à ma connaissance, dans le courrier qu'il a publié aujourd'hui, il évoque le terme de parlementarisme. Oui. Et en fait, il va, un peu comme Jacques Chirac après 97, se transformer malgré lui en président parlementaire. Simplement, la Ve République lui donne des outils, le droit de dissolution dans un an, le référendum et les pouvoirs spéciaux s'il y a une crise grave. Voilà, donc ça, il reste quand même un pouvoir légitime, influent, mais il ne va plus pouvoir être prééminent. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et je pense que pour les jeunes générations, ça va être une découverte. Ceux qui ont vécu les cohabitations précédentes se rappellent de quelques points, mais eux vont apprendre par contre le fait que peut-être que le Premier ministre lui-même sera parfois dépassé par les députés. Ça, on l'a jamais vécu sous la Ve. Bon, les auditeurs le disent, Judith. Oui. En fait, on n'est pas tout le monde n'est pas convaincu. D'aller sur le compte X. Ouais, mais c'était moitié-moitié. Voilà, c'est ça. On est impatient. Alors, je me retourne juste pour la conclusion de Philippe Bilger. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu impatient aussi parce que vous vouliez le gouvernement plus tôt. Oui, et puis il me semble, on oubliait peut-être un facteur international. Je me demande si une certaine rapidité dans la gestion de cette crise politique n'arrêterait pas la dégradation de l'image internationale de la France. Je ne suis pas persuadé que ce climat soit favorable au rapport de force dont on a besoin pour faire valoir le point de vue de la France à l'extérieur. Rapidement, Olivier, pour conclure. Cher Philippe Bilger, je vous sens très impatient et je vois que vous regardez beaucoup tout au long de l'émission les appels entrants dans votre portable. Est-ce que vous attendez un appel venant de nomination futur ministre? Non, ce serait autant une surprise que Black M. Et Abel à l'éducation nationale, non? Ouais, pourquoi pas. Merci. Mais je pense que dans la manière d'apprécier la situation, il y a 2 degrés. Il y a les degrés des passionnés politiques, c'est-à-dire on est là, on est à l'affût de chaque détail croustillant. Et puis il y a peut-être une partie de la population qui a besoin de se reposer. On revient toujours à l'aspect psychologique et psychique, qui est en train de préparer ses vacances, d'ailleurs qui a du mal à préparer ses vacances, et c'était d'ailleurs votre sujet initial à la base. Donc voilà, peut-être que le président puisse annoncer, je pense, que quand il nommera le Premier ministre, on fait les JO, on se repose un petit peu, mais par contre la rentrée, ça va être salé. Eh bien, merci, messieurs, oui, c'est ça, tout à fait. Merci pour la leçon du jour. Mais ça va, on rigole, on se détend. C'est une passion commune qu'on a, la sagesse en plus. Tous les jours, je vous fais le clin d'œil. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Bon, alors, chers amis, Philippe Bilger, merci beaucoup d'être venu. À demain, Olivier d'Artigol. À très vite. Abel Boyer, pareil. À la semaine prochaine. Et puis vous, Frédéric. À demain. Alors oui, on a rendez-vous à Avignon dans un instant. Oui, avec Christophe Meillan. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Avant, il y aura les infos, je crois. Oui. Voilà. À tout de suite.